suis Chloé Quinonero, chargée des événements et coalitions pour Climate Change. Climate Change est une association internationale qui a été créée en 2015 et qui cherche à fédérer l'ensemble des acteurs non étatiques reconnus par la CNUC, collectivités territoriales, entreprises et sociétés civiles. Nos 3 missions principales sont de fédérer les acteurs locaux à travers des événements internationaux, notamment comme des sommets en Afrique ou en Europe, d'analyser par les publications de l'Observatoire et de diffuser grâce à notre portail de l'action en ligne, où vous pouvez notamment trouver un agenda et une cartographie de l'action. Au croisement de ces 3 missions et pour poursuivre le travail multi-acteurs en dehors des sommets, nous proposons mensuellement de janvier à juillet 2023 un espace d'échange dédié au continent africain. Ce nouveau rendez-vous est particulièrement important cette année, à quelques mois de la diffusion des résultats du premier Global Stocktake ou bilan mondial à la COP28. Par ailleurs, l'IMAG s'enrichit d'analyses de l'Observatoire et chaque IMAG donne ensuite lieu à la publication d'un magazine qui sera disponible en format PDF d'ici une semaine et consultable sur notre site web. Donc, je vous invite à prendre connaissance du calendrier du premier semestre de l'IMAG 2023, qui est en partenariat avec le média Afrique 21. Les thèmes que nous aborderons ce semestre s'affichent donc à l'écran. Donc, on commence aujourd'hui par biodiversité et climat. En février, nous aborderons l'accès aux énergies renouvelables. En mars, nous parlerons d'agroécologie et système alimentaire. Le numéro d'avril portera sur le financement des pertes et dommages et de l'adaptation. Celui de mai traitera de mobilité et transport durable. En juin, on s'intéressera à l'économie circulaire et la gestion des déchets. Et pour finir, en juillet, nous échangerons autour de la planification et de l'habitat durable. Donc, pour plus d'informations sur le programme ou le concept, nous vous invitons à consulter le lien dans le chat. Donc, au sommaire aujourd'hui, dans un premier temps, Mélène Assé-Wassassama, chargée de projet Action Climat en Afrique à Climate Change, présentera la tendance intitulée Corridor de biodiversité, le renforcement de la connectivité écologique pour adapter les écosystèmes au changement climatique, qui est issu du bilan sectoriel 2022 de l'Observatoire. Ensuite, Anne Rema, directrice biodiversité de Climate Change, vous parlera de la coalition internationale Corridor de biodiversité en Afrique, qui a été lancée à la COP15 de Kunming-Montréal. Puis, elle modérera la suite de la discussion autour de la question « Quels leviers les acteurs locaux peuvent-ils mobiliser pour traiter les enjeux du climat et de la biodiversité de façon conjointe ?» Donc, pour y répondre, on accueillera d'abord Amy Frankel, secrétaire exécutive de la Convention des espèces migratoires. Hello and thank you for being here. Amy parlera des corridors de biodiversité comme outil pour la conservation des espèces migratoires et l'adaptation au changement climatique. Ensuite, nous discuterons avec Adja Aissatoussi, coordinatrice de l'Observatoire des aires protégées d'Afrique de l'Ouest. Bonjour et merci d'être avec nous. Adja Assi soulignera l'importance de la connectivité écologique et le rôle des communautés pour faire converger les 3 conventions de l'ONU, climat, biodiversité et désertification. Enfin, nous donnerons la parole à Yohan Zaba. Bonjour, vous êtes expert régional de l'article 6 et de la tarification du carbone pour ONU Climat. Et vous parlerez de mécanismes d'accès au financement et renforcement des compétences pour les porteurs et porteuses de projets, en particulier en Afrique de l'Ouest. Les 15 dernières minutes de l'IMAG, elles seront dédiées aux questions-réponses et aux prises de parole du public. Ce temps-là ne sera pas traduit. D'ici là, n'hésitez pas à écrire dans le chat pour toute question, n'hésitez pas à vous présenter et n'oubliez pas de vous renommer avec votre organisation et votre nom. Donc encore merci à toutes et tous pour votre présence. D'avance, un grand merci aux intervenants et à l'interprète. Et je vais donner dès maintenant la parole à Mélène Assé-Wassassama pour une présentation de la tendance connectivité écologique qui est publiée dans le bilan sectoriel 2022 que vous pouvez retrouver dans le chat. Merci, bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de partager et ensuite je me présente rapidement. C'est bon? Est-ce que c'est... C'est pas en plein écran, mais c'est bon. Ah, là, c'est bon. Alors, bonjour à tous et merci d'être présents. Je suis Mélène Assé-Wassassama, chargée de projet de l'Action Climat Afrique chez Climate Change. Et je suis aussi chargé du développement du désormais ancien observatoire, parce que depuis 6 mois, on parlait de nouvel observatoire, mais du désormais observatoire de l'Action Climat en Afrique, qui est aussi un nouvel outil de Climate Change à destination des acteurs non étatiques africains. Donc, pour ce premier IMAG, je présenterai une tendance
mais j'ai choisi de l'axer sous un angle assez précis qui est celui de la connectivité écologique en Afrique en tant qu'outil important dans l'adaptation au changement climatique donc en Afrique. Alors, il faut préciser que cette présentation et même ce team mag s'inscrit dans la continuité des activités qui ont été initiées par Climate Change depuis plusieurs années sur cette thématique-là. Et l'une de nos dernières activités a pris place lors du sommet à Dakar en octobre dernier, où il y a eu une journée entièrement dédiée à la connectivité écologique animée par Anne Raima, ici présente. Et dans la suite de ces ateliers-là, nous avons produit un bilan sectoriel que vous retrouverez bien évidemment sur notre site web qui recense aussi une analyse, une tendance sur la connectivité écologique dont est extraite la présente présentation. De façon sommaire, il y aura 2 points qui seront analysés. D'abord, une définition, une présentation de ce que c'est que la connectivité écologique, ce qu'on entend ou ce que sous-tend cette conception ou ce concept-là. Et ensuite, revenir un peu sur les corridors de biodiversité en tant qu'outil collaboratif pour renforcer à la fois la connectivité écologique et l'adaptation au changement climatique en Afrique. Et il est important de préciser que dans cette présentation, il y aura des aspects qui seront volontairement éludés ou en tout cas évoqués de façon rapide afin de permettre aux autres intervenants de revenir plus en profondeur. Alors, pour commencer, historiquement, la nature était interconnectée. Tous les éléments de la nature étaient interconnectés. Et donc, cela donnait lieu à un équilibre écologique bénéfique pour la biodiversité et le climat. Et avec le développement des activités humaines, à savoir les exploitations minières, forestières, euh, on a eu de plus en plus une réduction de cette interconnexion-là entre les espaces naturels. Désormais, on a des barrages qui sont construits et donc qui, par exemple, limitent la migration des espèces marines. Il y a des voies ferrées aussi qui sont mises en place et qui réduisent la migration de certaines espèces animales. Un exemple qui nous a été donné récemment à Dakar, c'était celui des girafes qui, à un moment donné, n'arrivaient plus à migrer d'un espace naturel à un autre à cause des voies ferrées qui empêchaient justement le mouvement de ces girafes-là. Et donc, finalement, on se rend compte que cet équilibre et que cette interconnexion qui existait à l'origine s'est peu à peu estompée et même a créé une fragmentation des différents habitats naturels. Et cette situation crée un certain déséquilibre au niveau de la nature, au niveau de la biodiversité et au niveau du climat. Donc, face à cela, il y a eu des premières mesures qui ont été prises, des mesures de conservation, sauf que ces mesures traditionnelles-là appréhendaient les différents éléments, les différents milieux naturels de façon séparée. Donc, il y avait un modèle qui voulait qu'on appréhende les zones humides, les aires marines protégées de façon séparée, sans pensée globale, sans pensée mosaïque, sans pensée prosaïque. Et donc, cela a donné lieu à des résultats très peu enviables, on va dire, très peu de résultats parce que finalement, tant qu'il n'y a pas d'interconnexion, il y a très peu de protection de la biodiversité. Et donc, cela nous amène justement à la connectivité écologique, puisque depuis, je pense, les années 90 à maintenant, on parle de plus en plus de connectivité écologique. On convoque de plus en plus cette notion-là comme une sorte de paradigme, comme une sorte de panacée ou de solution miracle pour certains à la problématique de la fragmentation des milieux naturels et aussi la problématique de la perte de la biodiversité. Donc, depuis plusieurs années, il y a plusieurs projets qui sont mis en place sous la bannière de cette connectivité écologique-là pour pallier les pertes, les dommages à la biodiversité et d'autres dommages. Qu'est-ce que la connectivité écologique? L'une des premières définitions qui est donnée, c'est qu'elle désigne un degré de connexion entre les divers milieux naturels présents au sein d'un même paysage, donc à la fois au niveau de leurs composantes, de leur répartition spatiale et de leur fonction écologique. Donc, de façon plus sommaire, cela désigne un ensemble d'éléments structurels et fonctionnels qui permettent la connexion entre divers milieux naturels présents. Donc, c'est un nouveau paradigme, comme je l'ai dit,
qui est mis en place depuis désormais une vingtaine, une trentaine d'années et qui permet justement de reconnecter tous ces espaces naturels-là qui, à un moment donné, ont été séparés. L'un des éléments ou l'un des outils qui facilite cette connectivité écologique-là, c'est ce qu'on appelle les corridors de biodiversité. Et de plus en plus, lorsque vous regardez la plupart des projets qui sont portés dans le cadre de la Convention biodiversité, dans le cadre aussi des partenariats avec l'UICN, il y a de plus en plus de projets qui mettent en avant ces corridors-là de biodiversité. Et ceci, en fait, désigne un espace naturel, donc qui est clairement, un espace géographique, pardon, qui est clairement défini et donc qui est régi dans le but de maintenir une connexion entre divers habitats naturels, divers milieux naturels. Donc, concrètement, c'est des sortes de ponts qu'on crée entre divers espaces et qui permettent, par exemple, aux animaux de migrer d'un espace à un autre. Donc, avant, à un moment donné, vous aviez des voies, des routes, par exemple, des autoroutes qui coupaient un espace naturel de l'autre, qui les déconnectaient. Et donc, avec ces nouveaux corridors-là qui sont mis en place, il y a une sorte de connexion, il y a des passages, des ponts qui sont créés pour permettre aux animaux, par exemple, de changer de zone en fonction des saisons, en fonction des perturbations naturelles, comme cela était le cas bien avant que n'arrivent les bouleversements climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pour donner un exemple de projet de corridor de biodiversité, je pense que Anne Raima en parlera. Il y a un projet qui est, dans lequel Climate Change est particulièrement impliqué, qui est celui du projet de corridor de biodiversité en Guinée. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce que justement, Anne Raima reviendra là-dessus. Mais typiquement, c'est un exemple de corridor de biodiversité où on a un ensemble d'acteurs qui sont réunis pour travailler à créer justement ces espaces d'épanouissement à la fois des animaux, mais de la biodiversité plus globalement. Euh, Maintenant, s'agissant de ces corridors de biodiversité-là, aujourd'hui, on remarque que ce sont des outils qui permettent à la fois, comme je l'ai dit en amont, de renforcer la connectivité écologique, mais aussi ils facilitent l'adaptation au changement climatique en Afrique. C'est dans quel sens? D'abord au niveau de la gouvernance, parce que désormais, avec ces corridors-là, il y a une multitude d'acteurs qui sont impliqués à la fois dans la gestion des zones de conservation, mais aussi dans la planification des politiques de protection de la biodiversité, mais aussi des politiques d'adaptation au changement climatique. Un exemple simple, c'est celui des zones de conservation au niveau du Kavango, en Afrique, et qui réunit, je pense, 5 pays, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et un autre pays, justement, où on a à la fois les communautés riveraines qui sont impliquées dans la gestion de ces espaces-là, les collectivités locales qui sont aussi impliquées dans la gestion de ces espaces-là, mais aussi des ONG qui participent également, que ce soit financièrement ou en termes d'appui technique, à la conservation des zones, des zones naturelles, excusez-moi, qui ont été délimitées. Un autre exemple aussi, qui est le plus connu, est celui de la région du Rift albertain au niveau de l'Afrique centrale, qui implique aussi 5 pays, la RDC, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie, et où vous avez aussi des communautés locales, donc autochtones, qui sont fortement impliquées. Et donc, cela montre un changement de paradigme dans la façon de protéger, la façon de protéger la biodiversité, de protéger ces espaces-là, parce qu'au début, les populations locales n'étaient pas impliquées et cela donnait lieu à la fois à des conflits fonciers, mais aussi à des conflits liés justement à la protection des espèces menacées. Alors, pour finir rapidement, on s'interroge justement sur le rôle de la connectivité finalement dans cette question-là de la convergence des 3 agendas clés. On a souvent l'habitude de présenter les conventions biodiversité, changement climatique et désertification comme des conventions déconnectées.
dans la réalité, ces conventions-là ne sont pas déconnectées. Moi, je les présenterai d'ailleurs comme des conventions triplées, dans le sens où, à l'origine, elles proviennent de Rio. Et donc, elles sont historiquement liées, historiquement associées. Et donc, aujourd'hui, la question de la connectivité écologique est au cœur de ces trois conventions, dans le sens où elle permet à la fois de protéger la biodiversité. Elle permet aussi de lutter contre les changements climatiques, puisque la mise en place des corridors de biodiversité, par exemple, permet aux espèces naturelles et aux espèces animales de changer de région en fonction des perturbations climatiques. Et donc, cela leur permet d'échapper aux extrêmes perturbations climatiques et donc de mieux se développer. Et au niveau de la convention de désertification, c'est également la même chose parce que la mise en place de cette connectivité-là permet de retrouver une certaine biodiversité et une certaine diversité génétique qui freine également la désertification. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, il est important de prôner ce nouveau paradigme-là. Il est important de s'intéresser à tous ces projets-là qui sont mis en place aujourd'hui au niveau de l'Afrique, puisque cela appelle la participation et l'implication de tous les acteurs. Merci. Merci Mélène. Avant de passer au panel avec le reste de nos intervenants, on a 1 minute pour une question. J'en ai pas spécialement vu dans le chat. Si quelqu'un a une question, c'est le moment. On pourrait aussi parler de la Convention sur les espèces migratoires. Okay. Oui, qui sont concernés par les corridors. On en parlera tout à l'heure. So, as it is, so that we can start putting some actions. On peut commencer à mettre en place des actions. What I do know is that there are, we want to build the capacity of Quelles sont les capacités des jeunes? Comment est-ce que les jeunes, je crois que la question parle de la jeunesse et de la manière dont on peut agréger le plastique. Et quels sont les autres besoins? Excusez-moi, ça a été un peu coupé. Je n'ai pas très bien saisi la question. Ouais. OK. Yeah. And then in addition to it, which I know you have been, Okay. talking about, is the GHG emission aspect. On n'a pas parlé également des aspects des émissions. Est-ce que vous pouvez poser votre question plus précisément, s'il vous plaît? But what I remember was the cost of I remember my colleagues back then were saying that the cost is much because on a parlé du coût qui est élevé. On parle du dollar et des taux de change avec l'euro qui ne sont pas en notre faveur, qui ne sont pas en faveur des gens qui sont ici. Donc, comment réduire les coûts par le biais d'un soutien dans nos activités? Oui. One of these solutions to support On va essayer de voir aussi si la discussion avec les prochains intervenants peuvent permettre de répondre. So I think if we can do that, that might be fine. Donc, Eugène, je vous laisse revenir dans le chat et je vais donner la parole à Anne. We can bring our own insights as a local partner. We can bring our own Merci pour votre question. Proposal preparation. Thank you very much, Eugene. Maybe you could ask your question directly in the chat because the connection is not very good. Alors, so we can... connexion n'est pas très bonne. Peut-être vous pouvez donc écrire votre question dans le chat. Je pense qu'il n'a pas écouté la traduction. Ouais. Et d'une façon générale, peut-être je suggère que vous
posiez vos questions par écrit. Bon, ben, merci beaucoup du coup, Chloé. Attendez, je coupe là. Voilà, hop, voilà. Merci beaucoup pour cette introduction, Mélène, et merci Chloé pour également tes mots, tes propos introductifs. Donc moi, je suis Anne Rima, directrice biodiversité de l'association Climate Change. On m'a confié la lourde tâche de modérer ce panel, ce que je vais essayer de faire. 2 mots pour rebondir peut-être sur les propos de Mélène. On voit bien que la connectivité écologique, les corridors de biodiversité sont un bon moyen, sont un bel outil pour faire le lien, pour faire cette convergence entre les questions climat, biodiversité et désertification. Cette convergence dont on parle beaucoup au final, mais qu'on arrive peu à faire. Et il nous semble, en tout cas chez Climate Change, que c'est un sujet suffisamment transversal pour faire la jonction entre ces différentes thématiques. C'est d'ailleurs pour cela que lors de la COP15 à Montréal, Climate Change et ses partenaires ont lancé une coalition internationale sur les corridors de biodiversité en Afrique. Une coalition qui qui a été lancée à la COP15 et qui sera déployée tout au long de l'année 2023. C'est une coalition qui est coprésidée par la France, le Gabon, la Guinée et la Tanzanie, et qui intègre à ce jour entre une cinquantaine et une soixantaine de membres. Alors, soit des membres qui contribuent financièrement, qui nous soutiennent, qui soutiennent l'animation de cette coalition, soit des membres qui sont encore en observation, les membres observateurs, et dont on espère qu'ils vont nous rejoindre prochainement. Mais tout ça pour dire que c'est un sujet qui nous semble suffisamment important pour qu'il soit traité par le prisme d'une coalition internationale. Je rajouterai également que nous avons adossé à cette coalition un projet démonstrateur en République de Guinée, dont a parlé tout à l'heure Mélène, donc un projet démonstrateur qui va s'échelonner de février 2023 à février 2026 sur 3 ans. Projet démonstrateur qui va essayer de créer, de restaurer, de maintenir un corridor du nord au sud du pays et en y adossant des financements issus de la compensation. Voilà, je n'en dis pas plus, mais si vous êtes intéressé par ce projet, on pourra éventuellement en débattre plus avant. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant céder la parole aux représentants et représentantes de ce panel, à commencer par Amy Frankel. Donc, Amy, vous êtes secrétaire générale. Alors, je reprends exactement votre titre pour ne pas me tromper. Vous êtes secrétaire de la Convention pour la conservation des espèces migratoires et des animaux sauvages. Je sais, Amy, pour que nous en ayons parlé quelques fois, que vous êtes une ardente et fervente défenseuse de la connectivité écologique. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que considérez-vous que cette connectivité écologique est aujourd'hui suffisamment prise en compte? Comment peut-on améliorer son efficacité et en faire un véritable outil au service de l'adaptation et au changement climatique? Je vous cède la parole. OK. Alors, merci bien, Anne, et merci beaucoup. Bonjour à tous. On ne vous entend pas, Amy. Je pense que vous avez coupé le son. Ici, on entend? Non, ça va. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. Anne? Oui, je crois que oui. C'est un problème avec Anne, mais on entend. OK, je vais continuer alors. OK. Attendez. Voilà. OK. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter ce sujet très actuel et très, très important. Alors, je vais maintenant continuer en anglais. Donc, la Convention sur la
conservation des espèces migratoires et des animaux sauvages traite de cette question de la connectivité depuis très longtemps, parce que cette connectivité écologique est essentielle à la préservation des espèces qui sont dans certains lieux d'habitat qui permettent d'analyser leurs mouvements. Les espèces migratoires doivent pouvoir atteindre ces sites qui peuvent être avec beaucoup d'obstacles au travers de différents continents, des obstacles humains, des obstacles géographiques. C'est donc important d'établir quels sont ces habitats pour avoir des mesures particulières pour les préserver et pour pouvoir identifier quelles sont les menaces principales. C'est là où nous intervenons. La connectivité n'est pas simplement liée aux espèces, c'est également la conservation pour la préservation de la biodiversité, pour la restauration et pour la résilience du climat, et pour également adresser la question de la restauration des écosystèmes. Avec climate change, le changement climatique a déjà causé, bien sûr, des changements dans la biodiversité, notamment dans les espèces, avec l'impact sur les habitats, l'accès à l'eau, avec aussi des changements phénoménaux en lien avec la migration, ce qui peut conduire à des mélanges entre les différentes espèces et les lieux de migration. Donc, nous sommes en train de lancer une étude en ce moment même avec un soutien du Royaume-Uni, du gouvernement, sur l'impact du changement climatique et sur les espèces qui sera donc disponible cette année, où nous allons adresser la question de la connectivité. Protéger et restaurer la connectivité, c'est important pour les espèces migratoires, mais encore plus pour l'impact du changement climatique et des événements en lien avec cela, pour la question des corridors, pour enlever justement les barrières et pour remettre en place les ressources naturelles dans ces lieux sont les mesures qui sont le plus souvent recommandées dans la stratégie pour la résilience au changement climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'à présent, il y a un accord global sur l'importance de la connectivité écologique pour le changement climatique, pour la restauration, pour la biodiversité et d'autres points importants. Par exemple, la connectivité est inclue dans plusieurs objectifs dans le cadre de la biodiversité qui a été adopté l'an dernier à Montréal, par exemple. C'est la cible numéro 2 pour la restauration, également dans la cible numéro 3, la cible 30 par 30. La connectivité peut également apporter une manière holistique d'atteindre ces cibles. Ce n'est pas simplement pour les espèces et les régions protégées, mais pour toutes sortes de régions qui peuvent avoir des fonctions au niveau de la nature. Donc, en connectant les lieux importants avec des lieux de conservation, paraît plus logique pour l'utilisation justement des paysages et des espèces qui vivent dans ces paysages. Nous ne voulons pas voir des îlots de biodiversité. La connectivité est également un sujet qui est traité dans le cadre de la COP et de la CNUC et dans le rapport de la GIEC également l'an dernier, c'était mentionné. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais comment allons-nous atteindre ces objectifs? Tout cela dépend de la mise en application. Si vous regardez la cible numéro 3, la connectivité se résume à 2 mots, bien connecté. Ce sont les mêmes mots qui étaient dans la cible numéro 11 et malheureusement, ça n'a pas été suffisamment adressé. Donc, pour pouvoir réussir, je pense que la connectivité doit être vraiment un leitmotiv pour toutes les espèces et les régions de protection, c'est-à-dire quelles régions conservées, protégées. Il faut que cela soit guidé par le fait qu'elles contribuent ou non à la biodiversité, avec d'autres éléments à considérer, avec l'impact sur les populations qui vivent dans ces régions. La croissance urbaine
va également exploser dans beaucoup d'endroits au cours des prochaines décennies. Le développement des infrastructures, c'est une grande tendance. Les activités humaines également doivent se faire donc pour répondre aux besoins économiques tout en préservant la connectivité. Un autre élément important qui souligne l'aspect international pour pouvoir arriver à cette connectivité écologique dans un monde international, les gouvernements doivent pouvoir collaborer et pour pouvoir protéger les espèces et les sites naturels. Alors, ce que nous faisons, c'est de bâtir sur le passé et aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités pour veiller à ce que tout cela soit mis en place. Quelques exemples. Nous avons été impliqués dans plusieurs mises en place, comme une initiative en Afrique, avec une coopération de conservation transfrontalière, d'autres travaillent en Asie centrale, et nous essayons de voir tous les besoins de protection des animaux sauvages dans les différentes régions du monde. Nous faisons également partie d'un partenariat avec le WWF, et qui a un groupe sur la connectivité, notamment pour la préservation des paysages, et nous travaillons dans 4 parties du monde, régions du monde. Cette question de la connectivité sera un point focal dans notre COP 14 qui aura lieu en octobre en Ouzbékistan, et vous êtes tous bien sûr invités à nous rejoindre là-bas. Donc je crois vraiment, comme Anne l'a dit, je crois vraiment en ce combat. C'est le bon combat pour le bon moment. Nous sommes vraiment au carrefour de nos choix et nous devons vraiment aborder cette question de la perte de la biodiversité. Comme je l'ai dit, pas forcément pour les espèces menacées, mais la manière dont les espaces doivent pouvoir fonctionner, les espaces naturels. Nous sommes ravis de pouvoir vraiment nous joindre à cette initiative importante concernant les corridors en Afrique et avec Climate Change et nos autres partenaires. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amy, pour cette intervention. Alors, effectivement, vous avez souligné que la connectivité écologique est présente dans le cadre qui a été défini lors de la COP 15. La question est de savoir si elle est suffisamment ou insuffisamment présente. On pourra en débattre. Il est clair qu'on aurait peut-être aimé avoir des choses un petit peu plus précises et chiffrées, par exemple. Mais bon, ça viendra. La coalition est là pour faire du plaidoyer. Donc, on va s'y employer pour la prochaine fois. Je retiens aussi de votre intervention que la connectivité, bien ma foi, c'est une des clés de succès pour de bonnes politiques de conservation et de résolution des conflits homme-animal aussi, puisque par définition, dans les corridors de biodiversité, il y a de l'activité humaine et il faut faire avec elle. Voilà. Donc, s'attaquer à ce sujet, c'est aussi s'attaquer au sujet de la cohabitation et des conflits homme-animal. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Adja Aïssatoussi. Alors, nous nous connaissons puisque vous êtes coordinatrice de l'Observatoire des aires protégées de l'Afrique de l'Ouest, l'OBAPAO, et nous avions fait connaissance lors de notre dernier sommet Climate Change Afrique à Dakar au mois d'octobre. Et nous trouvions intéressant de vous entendre à nouveau sur cette question des facteurs de succès pour une mise en réseau des aires protégées et notamment le rôle qu'ont à jouer les communautés locales dans cette mise en réseau et dans la réussite de la connectivité écologique. Donc, je vous cède la parole. Merci Anne, merci et bonjour à tout le monde. Et merci encore une fois, c'est un plaisir de vous revoir, même si c'est en virtuel. Et toute l'équipe de Climate Change. Chloé, vous pouvez partager la carte, s'il vous plaît? Donc, comme je disais, et comme vient de l'évoquer Amy, il est important d'assurer cette connectivité ou la fonctionnalité des écosystèmes. Vous m'avez présenté comme coordonnatrice
de l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées. Je pense qu'il est lieu de rappeler que c'est pour le moment à l'état de projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UICN dans le cadre du programme Biopama, qui lui-même est une initiative des pays ACP. Donc, il y a 5 observatoires qui sont en train de se développer au niveau international. Et l'Obapao est la dernière des nées avec juste 2 ans de mise en œuvre. Donc, je coordonne au nom du consortium constitué par 4 institutions. Donnez-moi juste la peine de partager ça. Après, ça peut-être, je vais m'attaquer au vif du sujet. Donc, il y a le CSE, le Centre de suivi écologique, qui est à Dakar, qui coordonne l'initiative et pour le compte aussi du réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest, de Regional Marine Center de l'Université de Ghana, mais aussi du Centre régional Agrimet. Donc, cet observatoire a pour ambition de contribuer à l'amélioration de la production de données de qualité pour la sous-région. Et cette production de données, c'est pour mieux aider les décideurs, qu'elle soit au niveau, le décideur qui soit au niveau local, voire même au niveau sous-régional, dans la mise en œuvre ou dans les décisions politiques concernant les aires protégées et la biodiversité. Donc, je ne vais pas revenir en détail, je vais partager certaines documentations sur ce qu'on fait, mais permettez-moi de vous présenter cette carte qui est l'un des fruits de nos travaux et qui démontre un peu en vert, vous voyez les aires protégées comme définies par l'UICN. Et ce réseau-là qui est un peu, qui est carrément fragmenté et on ne voit pas de connexion entre ce réseau-là. Et si vous voyez cette carte, vous voyez le développement des villes. Malheureusement, tout ce qui est réseau hydrographique, réseau routier, plutôt réseau ferroviaire, n'est pas matérialisé, mais tous ces réseaux-là, mais aussi les habitations ou les installations humaines, contribuent à la fragmentation encore de ces milieux. Donc, au niveau de l'Observatoire, nous avons pour ambition d'accompagner les pays à améliorer l'efficacité de gestion de ces aires protégées. Et comme l'a dit Amy, ça passera nécessairement par la connectivité ou la réhabilitation de cette connectivité. Pourquoi? Il est avéré que, Amy l'a dit tantôt, c'est un écosystème cohérent, dynamique, résilient, où les communautés parvenaient à résoudre ou satisfaire leurs besoins tout en intégrant la faune. Maintenant, les besoins de développement faisant qu'on a une fracture, fragmentation même des écosystèmes, dû à des politiques non adaptées, dû entre autres, je ne vais pas y revenir là présentement. Mais il faut noter que dans les rapports sur la biodiversité, il a été carrément noté qu'on note une perte de biodiversité où les populations de faune d'Afrique de l'Ouest se sont effondrées. Donc, il y a une nette baisse, environ de 70% des effectifs en Afrique de l'Ouest entre les années le 20e siècle et le début du 21e siècle, ce qui est énorme. Et cette fragmentation est fortement liée cet effondrement plutôt est fortement lié à cette fragmentation, entre autres, mais il y a aussi la surexploitation, il y a la pression, il y a les changements climatiques, on va y revenir sur l'impact des changements climatiques sur la biodiversité. L'un dans l'autre, le constat est là. Nous avons quelques îlots de biodiversité autour des communautés, souvent qui n'y ont pas accès, qui ont des besoins et qui sont en conflit avec ces espaces-là qu'on appelle les aires protégées. Que faire? De plus en plus, l'UICN et les engagements au niveau international préconisent d'autres alternatives. Ces autres alternatives-là, nous pouvons citer, par exemple, les autres mesures de conservation efficaces qui peuvent être des moyens ou des palliatifs pour gérer ces corridors-là. Mais l'un dans l'autre, il faudrait nécessairement
que cela parte d'une planification globale, déjà à l'échelle régionale. Je sors d'une réunion avec l'UEMOA, PAPBio, un projet sous-régional qui intervient sur les réserves, sur les aires protégées. Et ces institutions-là, qui ont des programmes régionaux, qui sont là pour soutenir la conservation de la biodiversité, doivent nécessairement être outillées ou être orientées sur les actions à prendre. Donc, ce serait nécessaire et pertinent de faire déjà l'évaluation. Quel est l'état de ces corridors-là? Qu'est-ce qui est réellement important dans quelle zone? Ça, c'est au niveau régional. Mais aussi au niveau national, quelles sont les politiques et les moyens à mettre en place par les pays pour que les corridors soient intégrés dans le corpus juridique, au-delà même des aires protégées, qu'il y ait des arrêtés ou des actes juridiques pour pouvoir institutionnaliser ces corridors-là. Donc, je pense que c'est parmi les mesures qu'il faut identifier parce qu'il faut donner un statut juridique à ces corridors-là, mais ces statuts juridiques-là ne doivent pas se faire du up-down, mais du down-up. Discuter avec échanger avec les communautés à la base, parce que je pense que c'était mes termes de référence. Quelle est la contribution des communautés? Ces communautés-là, je pense qu'ils sont au début et à la fin de tout le processus. Au début et à la fin de tout le processus, déjà à l'évaluation, il y a les connaissances locales qui connaissent bien leur territoire et qui ont déjà vécu avec cette faune-là de manière harmonieuse. Faire l'inventaire de toutes mesures traditionnelles qui visaient à mieux gérer cette faune-là et ces écosystèmes. Ça passera, évalué nécessairement par la planification. Et c'est là où intervient, où c'est de remettre le contexte global qui sont les orientations maintenant qui sont données au niveau global et que je pense que nous, techniciens, à la base, nous avons toujours plaidé, c'est la synergie entre les différentes conventions, que ce soit la convention sur les changements climatiques, que ce soit la convention sur la biodiversité, que ce soit la convention sur la lutte contre la désertification, qui tous interviennent pour réduire les impacts que subissent ces écosystèmes-là pour leur résilience, mais aussi pour la résilience des communautés qui vivent dans ces terroirs. Et cette planification intégrale devra se faire de manière participative aussi avec les populations. C'est que quand une zone est identifiée... Adja, il vous reste une petite minute. OK. Donc, quand ces zones-là seront identifiées, je viens à la planification, quand ces zones-là seront identifiées comme prioritaires, de mettre en place des plans d'action intégrants qui prennent en compte les enjeux de changement climatique, les enjeux de biodiversité, mais aussi les enjeux de restauration des terres. Mais aussi dans la mise en œuvre, il va falloir que les actions soient de manière concrète et tout ça documenté, suivi avec des indicateurs bien définis pour pouvoir documenter les succès, mais aussi les échecs de ces actions-là qui vont, d'une manière cyclique, contribuer à l'amélioration des dispositifs qu'on mettra en place. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adja, pour cette passionnante intervention, comme d'habitude. Et je retiens de cette dernière que ce qui importe à vos yeux, au final, pour réussir le challenge de la connectivité écologique, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table et de n'oublier personne, du niveau national jusqu'au niveau local, voire très local, descendre même jusqu'au niveau des communautés locales et de les rendre actrices en fait de ces politiques de conservation. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, tout ce que l'on vient de se dire, finalement, n'est rien sans un peu de financement et sans un cadre. Comme d'habitude, on en revient toujours à ça. Donc, je vais céder la parole à Yohan Zaba, qui est membre du Centre régional de collaboration de la BOAD. Yohan, vous me corrigez si je fais une erreur dans votre titre.
Alors, nous avons eu l'occasion de nous connaître, pas plus tard qu'hier, dans une autre réunion. Je sais que cette question de la convergence des 3 conventions vous est chère et que vous cherchez à la traduire, notamment au travers des projets que vous soutenez et des cadres que vous définissez. Donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Merci beaucoup, Anne. Merci à tous et bonjour. Donc, je suis effectivement M. Johan Zaba. Je suis donc expert au niveau du Centre de collaboration régionale du secrétariat des Nations Unies pour les changements climatiques, qui est logé au sein de la BOAD. C'est un partenariat donc, qui a été mis en place avec la BOAD, qui est donc l'institution financière de tutelle pour la répartition, en tout cas du financement qui vient du UNFCCC. Plus précisément, je suis en fait en charge de la mise en œuvre de l'article 6 au sein des différents pays et de la readiness pour les marchés carbone, en tout cas l'accès au marché carbone aux différents États et donc acteurs de l'action climatique dans les différents pays. Alors effectivement, il y a des éléments très importants. Je reviens sur une phrase qui a été dite par Mélène au tout début de session et qui parlait effectivement du fait que les 3 conventions des Nations Unies sont souvent vues séparément. C'est un cloisonnement qui est lié plus ou moins à des questions financières pour savoir quel budget va dans quel portefeuille. Mais on a constaté, en tout cas dans la pratique, que ces actions étaient souvent cumulées ou en tout cas avaient une opérationnalisation commune sur le terrain. Et dans cet esprit, le Centre de collaboration régionale qui œuvre donc sur 26 pays, donc de l'Afrique francophone et de l'espace CEDEAO, qui inclut donc certains pays anglophones, s'est donc entretenu avec la BOAD pour essayer d'intégrer au maximum la convergence de ces 3 conventions dans les différents projets. Les projets qui sont déjà en cours, mais également les projets qui seront à l'avenir développés dans le cadre du financement par la BOAD et des financements par les autres guichets climat. Pour cela, on a créé un petit peu une sorte de réseau d'acteurs, notamment avec Climate Change, avec qui nous avons des collaborations un peu particulières, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'Observatoire Afrique, mais également avec d'autres structures comme l'Alliance ouest-africaine pour les marchés carbone et la finance climat, qui est une alliance qui regroupe un certain nombre d'États dans la région et qui a pour vocation de promouvoir tout ce qui est en lien avec le renforcement de capacité des différents États, mais également tout ce qui est la mise à disposition de données sur l'environnement, le climat, la biodiversité. Et on travaille également en étroite collaboration avec le CILS, qui devient de plus en plus l'institution de référence en matière de lutte contre la désertification dans l'espace CEDEAO. Et avec ces structures-là, nous essayons d'accompagner les porteurs de projets. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons vocation au niveau du Centre régional de collaboration à accompagner les États, évidemment. C'est, on va dire, la partie du gâteau qui est la plus molle. Et on a également vocation d'accompagner les acteurs donc, de la société civile, mais également les acteurs du secteur privé et de la recherche et de l'enseignement dans la recherche de fonds, mais également dans la structuration de leurs projets et dans l'accès à de la donnée et à de l'information à travers donc, du renforcement de capacités et la mise à disposition de bases de données et de diverses études que nous aurons contribué à développer dans la sous-région. Donc, ce qui est intéressant pour les acteurs de la société civile, c'est que nous ne sommes pas directement un guichet financier. C'est-à-dire que le Centre régional de collaboration ne va pas octroyer de l'argent directement à des structures du secteur privé ou de la société civile. Cependant, nous avons pour vocation d'avoir accès à différentes bases de données, à différents acteurs auprès desquels nous avons un certain poids économique et politique, et auprès desquels nous pouvons référer les différents projets qui seront, en tout cas les différents porteurs de projets qui s'adresseront à nous. Donc nous, on se veut un hub qui va faciliter l'accès aux différents guichets biodiversité, climat, désertification, et permettre d'orienter les porteurs de projets vers les guichets qui seront les plus adaptés à leurs besoins. Également, on les accompagne dans la structuration de leurs projets. Et comme on le disait, nous avons une forte volonté de renforcer en tout cas la convergence entre les 3 conventions
en nous assurant qu'au sein de ces projets, il y ait pris en compte, en tout cas, les 3 dimensions qui sont biodiversité, adaptation au changement climatique et lutte contre la désertification, qui sont donc, pour conclure, 3 éléments qui sont extrêmement impactants en Afrique de l'Ouest, qui impactent. Je me permets également de parler de l'aspect genre, puisque ces 3 dimensions impactent fortement les femmes qui sont donc qui sont dans le contexte de crise sécuritaire en Afrique de l'Ouest, sont dans un premier temps victimes donc de ces migrations parce qu'elles sont vulnérables. Elles sont également soumises aux aléas climatiques et elles sont également soumises à une vulnérabilité économique. Donc, dans ce sens, l'aspect genre, qui est un aspect transversal, nous permet, entre autres éléments, de faire le lien entre ces 3 conventions et nous assurer que dans les projets qui sont développés, dans les projets qui sont proposés et dans les activités qui sont menées, nous ayons toujours à l'œil que ces 3 conventions doivent marcher main dans la main, que les acteurs doivent avoir pleinement connaissance des enjeux et notamment de l'aspect genre, et également que ces acteurs-là puissent accéder aux guichets qui sont les plus adaptés, qui sont les plus faciles à accéder. La BOAD, qui est une banque qui est donc accréditée au Fonds Vert Climat, donc il faut savoir qu'on peut soumettre des demandes de projet, bien sûr, à travers les entités accréditées au niveau national, mais on peut soumettre des projets au niveau de la BOAD. 2 aspects importants. La BOAD peut cofinancer certains projets qui sont dans l'espace UEMOA, qui couvre 8 pays, mais elle peut aussi uniquement jouer le rôle d'entité accréditée auprès du Fonds Vert Climat pour accompagner donc, le dépôt des dossiers auprès du Fonds Vert Climat. L'expérience a montré que l'accès au Fonds Vert Climat est souvent compliqué et les projets sont souvent d'envergure, j'ai envie de dire, assez petite pour le portefeuille qui est demandé, en tout cas pour les critères qui sont demandés par le Fonds Vert Climat. C'est pourquoi on mène aujourd'hui une campagne pour rediriger les plus petits porteurs de projets, plus modestes, à des échelles plus locales, mais tout aussi impactantes, bien évidemment, mais qui auront peut-être besoin d'avoir accès à des guichets plus accessibles, plus ciblés, plus spécifiques. Et là, effectivement, on se retrouve à faire la déclinaison entre les différentes conventions. Il y aura des guichets biodiversité, des guichets adaptation au changement climatique et des guichets lutte contre la désertification. Mais l'un dans l'autre, quelle que soit la thématique, quelle que soit la spécificité des guichets, nous aurons à cœur d'encourager la mixité, en tout cas, des différentes thématiques qui seront produites par les projets. C'est ce que nous pouvons apporter. Je communiquerai à l'Assemblée l'adresse mail du centre régional de Lomé, qui est donc basé à Lomé, pour que vous puissiez nous faire parvenir vos requêtes, vos questions, vos besoins, et nous nous efforcerons de préparer ce qu'il y a à notre disposition pour vous accompagner au mieux dans la région. Merci à vous. Merci beaucoup, Yohan, et merci pour la transparence et la mise à disposition de vos coordonnées. C'est vrai que quelquefois, les porteurs de projets ont besoin de savoir à quelle porte frapper. Et si vous pouvez y aider, ce serait vraiment un grand plus, je pense, pour tout le monde et pour le monde de la conservation. Alors, on arrive au terme de ce panel. On a un petit peu de temps pour des questions. Pour interagir avec nos intervenants. Alors, je suis en train un petit peu de lire un petit peu les questions. Peut-être qu'on peut prendre une première question dans le chat qui vous est peut-être adressée, Yohan, sur l'article 6 des accords de Paris. Et on nous demande comment l'article 6 des accords de Paris peut-il contribuer à renforcer la connectivité écologique? C'est une question piège. Alors, c'est très complexe. Déjà, l'article 6, il n'est pas complètement terminé. On est encore en train de travailler dessus. Il y a un grand nombre de négociations qui sont encore en cours. Avant juin, tout ce que je peux dire peut n'avoir aucun intérêt et peut être complètement remis en question après les négociations. Donc, en fait, il faut avoir à l'esprit le principe de l'article 6.
Le principe, c'est que tous les pays aient d'abord la volonté et l'envie de travailler à l'amélioration de l'environnement au niveau de la planète. Ce principe, il induit que l'on s'attaque à tous les secteurs dans le monde, que ce soit les secteurs industriels, les secteurs du transport, les secteurs de l'énergie, mais également au sein même des secteurs environnementaux, de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et l'adaptation au changement climatique à l'échelle des populations. Donc, en soi, l'esprit même de l'article 6, il est lié au fait que toutes les actions puissent converger vers une amélioration, en tout cas, de l'environnement à l'échelle planétaire. Ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir vous sortir des articles précis qui parlent de cette convergence, etc. Il s'agit plus d'une philosophie et surtout d'une, comment on dit en français, d'une willingness d'utiliser en tout cas à chaque fois tous les outils disponibles. On a parlé tout à l'heure d'écosystèmes qui sont fracturés par différents phénomènes, que ce soit par l'action humaine ou par des phénomènes climatiques naturels, et qu'on essaye de reconnecter. Et là, c'est pareil pour ces trois thématiques. On essaye de les reconnecter, ces trois conventions, pour s'assurer que quand on aborde une action, on l'aborde à tous les niveaux et sous tous les angles, pour être sûr que l'impact que l'on met soit durable. Donc, c'est un principe qui sera acté au sein de l'article 6, et je vous invite pour les prochaines sessions de formation qui auront lieu. Donc, tous ceux qui m'écriront des mails, je leur partagerai donc le lien vers une formation sur la mise en œuvre de l'article 6 qui aura lieu très bientôt. Si j'ai le lien, je le partagerai dès maintenant, mais n'hésitez pas à revenir vers moi pour ceux qui souhaitent avoir une session bien plus approfondie parce que c'est très complexe. En 5 minutes, je ne pourrai pas vous faire le tour de ce qui est prévu. Oui, ok. Merci beaucoup, Johan, pour ce début de clarification. Alors, nous avons d'autres questions qui tournent autour des moyens de mettre en œuvre cette connectivité écologique. Alors, c'est peut-être des questions qui s'adressent à Amy ou à Adja, je ne sais pas. Par quels moyens peut-on assurer le maintien des corridors écologiques? Les corridors écologiques sont-ils un moyen également de lutter contre la déforestation? L'intervenant de RDC, une personne de la RDC qui nous pose cette question. Je ne sais pas, Amy ou Adja, est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus peut-être? I'd be happy to answer. Oui, je peux le faire, merci. J'apprécie vraiment toutes les présentations qui ont été faites par les autres panélistes et les questions et les commentaires dans le chat. Première chose, pour pouvoir accomplir toutes ces actions, tous ces projets, il faudra prendre plusieurs actions de différentes natures. Il faut avoir une certaine connaissance technologique. J'ai parlé de certains partenariats qui ont déjà développé des expertises, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment de venir sur le terrain, de faire les cartographies, de faire le travail de consultation, le travail biologique qui est nécessaire pour développer toutes ces choses. Dans chaque situation doit être adaptée à l'endroit aussi. Donc, il y a des informations technologiques qui sont nécessaires, ça c'est important. L'ICN a un groupe avec de 800 experts au niveau mondial qui travaillent sur la connectivité. On travaille avec eux, ils nous ont donné des directives. Donc, ces choses existent et nous avons également un site qui a déjà rassemblé les différentes informations sur la connectivité. Je crois qu'il y a quelque chose dans le chat à ce sujet. C'est toujours en cours, mais vous trouverez des informations là-bas également. Mais il est question également de la mise en œuvre au sein de ce nouveau cadre de la biodiversité qui a établi ses propres objectifs. Et s'ils le font avec les cibles, nous savons que cela va pouvoir
ne va pas atteindre les cibles que nous avons vues. Donc, nous avons besoin d'une autre approche. Ce que les pays font au niveau des plans nationaux, et nous devons faire de cette connectivité une priorité. Donc, le point principal pour moi, et ce que j'aimerais vous dire, c'est que la connectivité, ce n'est pas simplement regarder les zones protégées, de tirer un trait autour, de les entourer, mais nous voulons regarder les questions de fonctionnalité. Peut-être certaines fonctionnalités doivent être rétablies. Nous devons regarder aussi des lieux historiques, là où étaient les animaux, là où étaient les populations, les systèmes des rivières, des fleuves, ce qui compte pour veiller à ce que l'écosystème soit en bonne santé, pas seulement pour les espèces migratoires, mais pour l'agriculture, pour les populations. C'est une situation à multiples bénéfices, mais il faut pouvoir vraiment entrer dans ces discussions, mais au plus haut niveau de la politique et de la conscience des décideurs. Il faut pouvoir atteindre cela, il faut pouvoir leur dire que nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'infrastructures, mais que nous devons le faire de manière intelligente. Comment pouvons-nous établir, par exemple, ces éoliennes? Donc, c'est la planification, c'est la technique et toutes ces choses. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir? Merci Anne. Je ne vais pas peut-être aborder ce que Amy vient de dire, hein, la nécessité de documenter l'évaluation qu'il y a autour. Quels sont les anciens corridors naturels qui existaient, comment ça a fonctionné, et faire des études à la limite socio-anthropologiques autour de ces corridors-là. Ça commence par ça. La cartographie des acteurs, mais aussi d'identifier les actions à mener. Est-ce que ce corridor-là, en le balisant, en mettant des mesures de gestion, ça suffit, ou en érigeant en aire protégée, suivant une catégorie qui convient par rapport aux besoins des communautés? Donc, c'est cas au cas par cas. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la connectivité, quelle est l'importance de la connectivité? Ça permet de rendre fonctionnelles les aires protégées, que ce soit aires protégées ou autres mesures, que ce soit au niveau terrestre, mais aussi au niveau marin. Souvent, les gens l'oublient, mais les écosystèmes marins aussi doivent être connectés. Quelle est cette connectivité? Quand on met en place un réseau d'aires protégées, est-ce que c'est à l'endroit approprié qu'on la désigne? C'est important. Et au-delà de ça, c'est la fonctionnalité et l'atteinte des objectifs assignés à ces zones-là, qu'elles soient aires protégées, autres mesures, corridors, c'est comment ils puissent jouer leur rôle en tant qu'écosystème pour rendre les services écosystémiques qui sont attendus d'eux, mais pour cela, il faudrait qu'ils soient vraiment bien réhabilités et fonctionnels. Il y a la question sur est-ce que les corridors peuvent lutter contre la déforestation? Oui, je dirais. Évidemment, je dirais, si les mesures ou l'approche est bien prise, si les études ont été bien faites, qu'est-ce qui est à l'origine de la déforestation? Est-ce que cette zone déforestée est une zone de corridor? Quelle est la faune qu'on avait? Et à partir de cette construction entre les acteurs qui tournent autour de ces écosystèmes-là, valablement, on peut trouver les actions à mener. Mais au-delà des actions à mener, il faut avoir les ressources financières pour les mettre, mais il faut aussi suivre la mise en œuvre pour pouvoir réellement améliorer ce processus-là sur le long terme. Merci. Merci Adja. Effectivement, alors on a une personne dans le chat, Gary Table, qu'on connaît, qui insiste effectivement sur la nécessité de connaître son territoire avant d'intervenir. Gary, vous intervenez aussi, vous insistez aussi sur le fait que la connectivité, ça correspond à une vision nouvelle de la conservation qu'il faut travailler, et vous nous dites qu'en connectant les gens, vous connectez la nature. C'est
tout à fait vrai et nous souscrivons à cela. Moi, je voudrais rebondir sur la question des financements parce qu'effectivement, c'est revenu plusieurs fois dans le chat. Sur notre projet guinéen, dont je vous parlais en introduction, effectivement, nous allons travailler sur ce couple connectivité écologique, mécanisme de compensation. Et nous allons essayer de faire certifier des projets qui intègrent des co-bénéfices climat, biodiversité, connectivité écologique. C'est assez innovant, mais c'est une façon aussi de faire converger des financements vers ce sujet et de rendre, encore une fois, les populations locales actrices de ces politiques, de leur faire comprendre que en protégeant leur environnement, en protégeant la biodiversité qui les entoure, ça peut aussi leur donner des sources de revenus alternatives et pérennes. Voilà. Donc, c'est aussi sur cette question-là que nous allons travailler dans le cadre de notre projet démonstrateur guinéen. Je pense que nous sommes arrivés peu ou prou au terme de nos échanges. Je crois qu'il y a une photo, n'est-ce pas? Un screenshot, je crois. N'est-ce pas, Chloé? Je te recède la parole pour la suite et la fin. Oui, on va faire la photo avant de conclure et pendant la conclusion, on vous repartagera les contacts des intervenants et les prochains rendez-vous. Donc, restez, on vous libérera avant 16h15. Est-ce qu'on est bon pour la photo? Souriez. On vous préviendra. N'hésitez pas à allumer vos caméras. Voilà, il y a plein de caméras qui s'allument. On vous laisse encore une petite minute pour allumer vos caméras. J'en profite pour rappeler à tout le monde de ne pas hésiter à contacter le Centre régional de collaboration pour plus d'informations, notamment sur le financement de vos projets. Merci beaucoup, Johan. Merci. On part sur la photo. Ok. Le temps que la photographe se mette en place. Ça. Ok, bah à 3 alors. 1, 2 et 3. Ok, c'est bon. Du coup, bah, merci d'avoir mis toutes vos caméras. C'était chouette de pouvoir vous voir. Merci à Anne pour la modération. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour nous avoir partagé toutes ces présentations et ces réflexions intéressantes. Et surtout, merci à toutes et à tous pour votre présence et pour votre très active participation dans le chat. On va vous partager une slide où vous pourrez vous revoir les contacts. Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi nous contacter et on vous fera suivre si vous avez envie de poursuivre les discussions ou si vous avez encore des questions. On vous attend aussi nombreuses et nombreux pour nos prochains rendez-vous en ligne, en partenariat avec Afrique 21. Donc, le prochain numéro de l'IMAG, il aura lieu le 23 février à 14h GMT, 15h heure de Paris. Et on parlera d'accès aux énergies renouvelables pour les populations rurales. Les inscriptions sont déjà ouvertes. On va vous mettre un lien dans le chat. Et le mois suivant, on aura aussi un IMAG qui nous permettra de continuer ces réflexions qu'on a amorcées aujourd'hui, parce qu'on parlera d'agroécologie et de résilience des systèmes alimentaires pendant l'IMAG numéro 3 du 23 mars, encore à 14h GMT, 15h heure de Paris. Et sur le même thème aussi, on pourrait suivre les aventures de l'équipe de biodiversité de Climate Change qui sera présente au One Forest Summit. Donc voilà, merci encore à toutes et tous, merci aux intervenants, merci à Anne et à bientôt. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous recevrez l'IMAG dans une semaine en version magazine. Beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.